Voilà. Tu as encore fait ton mélange d'huile essentielle? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je t'ai dit qu'il fallait faire attention avec ça. Ouais, c'est vrai, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Il vaut mieux qu'on en parle avec les invités, ça va pas du tout là. T'as raison. Allez, on y va. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie, oui, c'est de pire en pire, on est d'accord. Au sommaire, Caroline. L'aromathérapie, les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées pour notre bien-être ou notre santé. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis Laurent Vital est avec nous pour la chronique média. On parle de quoi, Lolo? Ah ben, ça risque de vous contrarier parce que si vous continuez comme ça, il va vous remplacer. Ah oui, je sais de quoi on va parler. Ok, ça marche. Alors, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Yano et nous poser toutes vos questions. Mais d'abord, c'est la revue de presse de Marie-Jo. Salut Marie-Jo. Oui, salut. J'attends toujours mon jingle pour avancer parce que je trouve que c'est Bien, beaucoup plus chic. C'est bien. Est-ce qu'on commence avec un peu de nature, un monde de brut? Oui, un peu de nature dans un monde de brut. Vous avez raison. Oui, on commence avec l'Humanité qui consacre sa une à la biodiversité menacée et évoque l'urgence du sursaut. Vous voyez, avec une jolie image, bon, un petit peu pixelisée chez moi, bon, oui, c'est pas grave. On nous explique en fait que la lutte contre la déforestation et la préservation des ressources halieutiques sont au cœur de la COP 14 organisée par l'ONU. Alors cette COP, elle a commencé le 17 novembre dernier en Égypte et elle concerne donc la biodiversité biologique. Parce que souvent on parle évidemment des COP 14 pour le climat. Enfin, je vous mélange toute seule. Pour le climat. Elle ouvre donc sur un cycle de 2 ans de négociations et de réflexion pour la communauté internationale parce qu'il y a évidemment des mesures à prendre sur les espèces végétales et animales en voie de disparition. Alors on apprend plein de choses. On apprend par exemple que selon une étude de WWF, la population des vertébrés a chuté de 58% entre 1970 et 2012. 58%. Catastrophique. Pas rien, hein. Une étude de Science Advances aussi affirme que 60% des espèces de primates sont menacées, en raison des activités humaines évidemment, hein, pas comme ça. Et que 75% accusent déjà un déclin. On apprend aussi par les scientifiques de l'université de Kiel que les poissons sont voués à disparaître, littéralement disparaître, en 2050 des océans. Les populations d'insectes ont baissé de 75%, un tiers des oiseaux a déjà disparu des campagnes. Enfin bref, le quotidien se demande si la planète est à bout de souffle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut prendre de sérieuses mesures. Ah ben on n'est pas très bien, il est temps de réagir, on pense. C'est temps, hein, ouais. Alors, autre chose dans l'Humanité? Oui, sur la même une, vous voyez ici, on revient sur Marseille, chronique d'un désastre annoncé. Et là, le quotidien donne la parole à 4 personnalités. C'est très intéressant. Une photographe, un chanteur, un sociologue et un journaliste. Ce sont des points de vue vraiment à hauteur d'homme. C'est très humain, c'est intéressant, c'est à lire. Ok. Alors c'est aussi, pardon, oui, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Marseille, c'est aussi le sujet de préoccupation de Libération, comme on le voit ici, qui consacre vraiment toute sa une. Le business des taudis, évidemment. Bon, après l'effondrement, on le sait, des 2 immeubles, le 5 novembre suivi, en plus de nombreuses évacuations. Et bien tout ça, ça jette évidemment la lumière sur l'absence de scrupules des bailleurs qui profitent évidemment de logements et des APL. Alors c'est un dossier très intéressant qui parle évidemment des marchands de sommeil, on s'en doutait, mais qui en plus, on le sait, trouve toujours des locataires parmi les plus précaires, surtout parmi les gens qui n'ont pas de papier, pas de fiche de paye, etc., et qui ne peuvent que cocher oui à toutes les cases quand on leur dit que le logement était salubre. Voilà. Allez, sans transition, on passe à un sujet... un peu, c'est ça? Un peu, un sujet étonnant. Regardez, le Parisien qui revient sur la fessée. Eh oui. Bon, on en parle un peu régulièrement de la fessée. Ça fait ça, non? Bon, bref. Je pense que Florian fouette plus qu'il ne fesse, mais bon, c'est pas grave. Attendez. C'est beaucoup On plus peut pas aigu. tout savoir de votre vie. Comment êtes-vous au courant, surtout? Nous ne dirons rien. Ce qui se passe sur le plateau de Voressi, sur le plateau. Alors la fessée, est-ce que c'est vraiment fini? En fait, l'Assemblée examine aujourd'hui un texte pour interdire les châtiments corporels et psychologiques, ça c'est intéressant aussi, encore tolérés au nom du droit de correction. Alors à quoi ça sert, s'interroge le quotidien. Et dans l'édito, on découvre qu'il s'agit, enfin c'est un avis évidemment, de nécessaire prise de conscience parce que ces gestes, ces cris ou ces menaces auxquels on cède parfois face à une situation qui nous dépasse n'ont aucune vertu. Au mieux, ils laissent indifférents, au pire, ils traumatisent. C'est Pierre Chose qui nous dit ça. Et le quotidien explique que la loi suédoise, qui a prohibé donc les châtiments corporels dès 1979, donc presque 40 ans déjà, aurait fait reculer la délinquance. Donc c'est une affaire à suivre. Peut-être que quand on ne communique pas par la violence, eh bien ensuite on ne s'exprime pas par la violence non plus.
On suivra. Alors, pas de gilets jaunes aujourd'hui. Pas de gilets jaunes, mais un sujet qui a été développé par la Croix et qui est quand même en lien immédiat avec les gilets jaunes, quand les médias deviennent une cible. Alors voilà, le quotidien revient sur le fait que les dirigeants politiques et les manifestants attaquent de plus en plus souvent les journalistes, parfois même physiquement, on l'a vu récemment. Le quotidien explique que plusieurs journalistes ont été confrontés à des violences inédites lors des rassemblements des gilets jaunes. On a constaté des insultes, des crachats, des jets de projectiles, des menaces de mort envers certains journalistes lors de plusieurs rassemblements, du matériel dégradé, un journaliste d'une radio locale frappé au visage, tout ça dans des villes différentes, hein, pas tout à Paris quand même, faut pas exagérer non plus. Une tentative de lynchage d'une équipe de BFM. C'est quoi la prochaine étape, demande Stéphanie Auger, qui est journaliste à Montpellier. Alors c'est une vraie question qui se pose parce que c'est vrai qu'on sait, il y a certains journalistes qui font une chasse au scoop et ça devient quelque chose de peu déontologique, mais il y en a d'autres à contrario qui font très bien leur travail et surtout pour les manifestants. Une manifestation qui n'est pas médiatisée, c'est une manifestation qui n'a aucun écho, donc il va falloir faire avec la presse quand même. Et oui, et puis surtout, ces gens-là font leur travail. Ils font leur travail, c'est sûr. Alors, est-ce qu'un peu de civisme, du coup, ne ferait pas de mal ? Tout à fait. Alors ça, on va retrouver un peu de civisme, une leçon de civisme avec Corse Matin qui consacre sa une à ce thème-là, jeunes avocats pour femmes violentées. Laura nous en a parlé, vous savez, hier, vous l'avez vu. Oui. Vous l'avez vu, vous étiez là, vous étiez sur le plateau. Oui. Vous étiez là aussi. Avec Laurent, on va voir après qu'autant on n'était peut-être pas là, mais on verra après. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, Laura en a parlé, c'est effectivement très intéressant et là, vraiment, le quotidien s'étend un petit peu sur ça. C'était donc en lien avec la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Ce sont les élèves du lycée Fesch qui se sont glissés dans la peau de tous les protagonistes d'un vrai procès. Ils n'ont pas parfaitement joué leur rôle. Ils ont appris donc effectivement petit à petit les mécanismes déjà de la justice. Alors c'est pas tout à l'américaine en France, hein. Ils ont appris des choses très différentes. Et puis aussi, ils ont pris conscience vraiment de la gravité des faits, puisqu'il y avait évidemment une victime, un coupable, etc. Voilà, c'était très très intéressant. Donc c'est un article vraiment à lire dans Corse Matin. Et on les reçoit mercredi prochain. Vous les recevez mercredi prochain. Eh bien, c'est parfait. Voilà. J'essaierai d'être là aussi. Oui. Vous serez là, forcément. Sauf si Laurent nous a remplacés. On verra. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve pour le débat ? Oui, je viens vous voir. J'aime bien les huiles essentielles. Oui, je sais. C'est bien pour ça qu'on vous invite, qu'on vous garde. Merci, Marie-Jo. Merci, Marie-Jo. Laurent, à vous. Alors, rassurez-moi, vous êtes bien là en chair et en os. Oui, c'est tout à fait moi. Bon. Et d'ailleurs, parce que je vous trouve tellement en forme aujourd'hui, moi je vais vous casser l'ambiance, vous allez voir. Il va annoncer notre perte, tu vois. On va y voir. Oui. Attention, allez-y. attention tous les deux. Même attention à moi. Ah ouais, moi aussi, Quoique, on est dans le même bateau, j'ai envie de vous dire, monsieur Vital. Je voudrais vous le présenter. Je voudrais vous présenter Q Hao. C'est un présentateur de JT, de l'agence de presse officielle Xinhua. Vous voyez, une tête sympathique, hein, ce garçon. Oui. Alors, petite particularité, c'est un présentateur de JT virtuel. Il n'existe pas. Il est doté d'une voix de synthèse et QAO est capable de lire les actualités et de moduler ses expressions en fonction de mots prononcés. C'est de la science-fiction. Non, c'est pas du tout de la science-fiction, j'ai envie de dire hélas. L'agence de presse gouvernementale chinoise Xinhua compte désormais dans son équipe de présentateurs virtuels ils sont capables, hein, tous les deux, de travailler 24 heures sur 24. Des images d'un véritable présentateur ont toutefois été utilisées pour créer cette apparence humanoïde. Hein. C'est vrai qu'il a l'air sympathique. Les lèvres, le visage de ce journaliste virtuel se modulent de façon soi-disant naturelle en fonction des mots prononcés. De sa voix de synthèse, attention, QA est ainsi capable de lire les textes d'actualité qui sont intégrés en continu dans son système. 2 présentateurs ont donc même été développés pour les programmes en chinois et en anglais, en collaboration avec le moteur de recherche local Sogu. Ils interviennent également sur le web de l'agence et même sur les réseaux sociaux. Eh ben, on est mal, hein. Mais quel intérêt, Laurent ? L'intérêt, vous l'avez entendu, hein, c'est aussi le rêve parfois de certains rédacteurs en chef. Ils sont capables de travailler 24 heures sur 24, déjà. Et ils sont bien payés ? Oui, mais justement, d'après le South China Morning Post, c'est l'agence de presse nationale qui cherche à réduire les coûts de reportage quotidien à la télévision. Les présentateurs virtuels pourraient également servir à générer rapidement des textes de dernière minute afin d'améliorer la rapidité ou la qualité des reportages. Mais enfin, ça ressemble plutôt à du low cost. Hein. C'est rassurant, dites-moi. Ça fait peur, fait peur. Mais il y a de l'espoir. Pour le mot de la fin, je voudrais citer Michael Wooldridge, professeur spécialiste en intelligence artificielle à l'université d'Oxford, qui a déclaré à la BBC, après avoir vu le journaliste virtuel, c'est très monotone. Il souligne également que les présentateurs télé, ça c'est pour nous, sont traditionnellement des personnalités publiques avec lesquelles les spectateurs ont un lien de confiance. Avec cette animation qui perd complètement ce lien, a-t-il ajouté. Donc, à mon avis, on a encore de belles années
ou pas. Enfin, je vais vous rassurer quand même. Hein. On va griller. Ouais, parce que nous, ce lien, on va le garder avec vous, les téléspectateurs. Et je vous le dis, hein, en public et en direct aujourd'hui, si un présentateur virtuel, chinois ou non, se pointe sur ce plateau, je lui grille sa carte mère. C'est dit. Merci beaucoup, Là, je vous Laurent en prie, c'est avec plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique média. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Venez, installez-vous. Alors le boom des médecines alternatives, la suspicion autour des laboratoires pharmaceutiques ou encore l'envie de naturel font que l'aromathérapie est désormais ancrée dans notre quotidien. En France, plus de 8 millions de petits flacons sont vendus chaque année et ce chiffre est en constante augmentation. Et la Corse n'est pas en reste dans tout ça avec sa cinquantaine de producteurs et sa spécialité, j'ai nommé l'immortel. Alors, quels sont les bienfaits de ces huiles essentielles? Comment en faire bon usage? Pour en parler, nous accueillons Sylvia Lévy, pharmacienne à Bastia et spécialiste de l'aromathérapie. C'est bien ça. Merci. À vos côtés, Marie-Jo Guilandine, qu'on ne présente plus. Et Mathieu Paoli, vous êtes, vous, chimiste. C'est ça. Et vous avez travaillé tout autour et sur les huiles essentielles. C'est ça, Entre autres. Entre autres. Alors, on commence par le commencement. Sylvia Lévy, pouvez-vous déjà nous dire ce que c'est que l'aromathérapie? L'aromathérapie sera, en fait, c'est l'utilisation des huiles essentielles qui sont obtenues à partir de plantes aromatiques dans le but, en fait, de soutenir... Oui. Alors, c'est très simple. Vous n'êtes pas... Oui. Alors, on va vous remettre le micro. Il y a juste un petit souci de son. On a un souci de micro. Mais vous savez, c'est le direct. Hein. Bougez pas. Vous avez vu. Bougez pas. C'est pas donc, grave. on ne vous entendez pas. Alors, Florian, vous savez ce qu'on va faire? très bien. On va vous donner, parce que j'arrive pas à l'accrocher, on va vous donner... l'autre micro, il n'y est pas non plus. Ok. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de... Oui, Marie-Jo. Préciser que Sylvia est diplômée en aromathérapie et que je crois que c'est une des seules de Corse. Hein, vous êtes assez peu, je crois. Je pense qu'on est assez peu. Je suis désolé. Parce qu'il y a un diplôme universitaire qui existe très précis sur la... Eh bien, merci beaucoup pour cette précision, Marie-Jo. Alors, Sylvia, on va faire rien passer. Vous allez nous dire ce que c'est que l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles obtenues à partir de plantes aromatiques dans le but de soutenir en fait ses défenses immunitaires, son immunité, et d'entretenir la santé. C'est un terme qui existe en fait depuis 1928, qui a été désigné par un pharmacien français. Alors, il y a beaucoup de polémiques, un débat par exemple autour de l'homéopathie. Est-ce que, à contrario, l'aromathérapie a prouvé son efficacité scientifiquement? Oui, l'efficacité des huiles essentielles, elle est démontrée scientifiquement, et ce depuis maintenant de nombreuses années. Leur activité antibactérienne, c'est-à-dire l'activité antibactérienne des huiles essentielles, elle a été démontrée par des études in vitro. Aujourd'hui, on peut déterminer l'aromatogramme d'une huile essentielle, en fait, pour fixer son activité antibactérienne. Les huiles essentielles sont rentrées dans les hôpitaux. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études sont menées dans les hôpitaux, dans certains services, avec des améliorations significatives. Des résultats en fait qui sont stipulés dans de nombreuses publications. Mathieu, comment on obtient ces huiles essentielles? Quel est le processus de fabrication? Alors, on pourrait distinguer deux processus de fabrication. D'abord, on dira à l'échelle du laboratoire, comme on fait nous à l'université. C'est-à-dire que tout simplement, pour aller extraire ces petites molécules odorantes qui pour nous sont volatiles, on va tout simplement faire bouillir un végétal, quelle que soit la partie du végétal, dans un ballon. Et puis, donc, en faisant bouillir ce végétal, les vapeurs vont monter dans un appareil qu'on appelle un appareil de type Clévinger. Si un jour vous venez nous visiter à l'université, avec plaisir. Je vous montrerai volontiers la manière dont on distille. Et donc ensuite, en refroidissant brutalement ces vapeurs, ces molécules qui sont devenues volatiles, nous obtenons le liquide, l'huile essentielle. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Non. Tout le monde, peut-être certains d'entre nous
se sont fait faire l'eau, je ne sais pas, ou ont mis un peu d'huile avant de faire les pâtes. Bon, je ne suis pas un grand cuisinier. C'est vrai qu'on met de l'huile pour faire l'eau. Voilà, et donc l'huile ayant une densité, dans 99% des cas, inférieure à celle de l'eau, bien l'huile se dépose sur l'eau. Et donc on peut récupérer l'huile qui est sur la surface. On récupère l'hydrolat, ce qui est sous l'huile essentielle, et l'huile essentielle. Ça, c'est au point dans le laboratoire. Maintenant, un producteur d'huile essentielle, lui, il va pas faire comme nous, je dirais. Il ne va pas vouloir produire 1 à 2 millilitres d'huile. C'est pas son objectif. Lui, il va utiliser ce qu'on appelle l'entraînement à la vapeur d'eau, c'est-à-dire il va ramasser une grande quantité d'huile essentielle, il va faire bouillir de l'eau. Mais est-ce que les proportions sont exactes? On dit pour 1 litre d'huile essentielle, il faut à peu près 1 tonne de pétales de fleurs. Alors, oui, les rendements sont très très faibles. Ça dépend, en fait, les plantes aromatiques. Tout à fait. Les rendements sont complètement différents. Il faut beaucoup plus, en fait, de tonnes, je crois, pour la rose de Damas, beaucoup moins, par exemple, pour du romarin. Tout est fonction de la plante aromatique. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, toutes les plantes ne sont pas aromatiques. Ça, oui. Si vous prenez de l'if, ou d'as, ou encore Syntactus baccata, sur lequel j'ai travaillé un petit peu dans mes travaux de doctorat, ce n'est pas une plante aromatique. Donc, vous pouvez distiller autant que vous voulez, vous n'obtiendrez pas d'huile essentielle. Par contre, on parlait du romarin. Le romarin est une huile essentielle qui a un très bon rendement. Quand on dit très bon rendement, c'est relatif. Vous citiez des quantités. En pourcentage, si on a 1% et demi de rendement, c'est-à-dire la masse que l'on obtient sur la masse de végétal sec que l'on a mis à distiller, on a peut-être 1% et demi, c'est un très bon rendement. Généralement, c'est 0, quelques pourcents. Oui. Donc on se doute que la goutte est très importante. Oui. Ce sont des substances actives, ces huiles essentielles. Ce sont des substances Donc actives, je suppose qu'il faut manier ça avec beaucoup de précautions, Sylvia. Il faut les utiliser. On ne peut pas les utiliser non, comme ça. Il y a de grands principes de précaution. C'est toujours ce qui revient, par exemple, chez nous à la pharmacie au comptoir. Il y a des principes de précaution. Il faut toujours se renseigner en fait sur l'huile essentielle que vous allez utiliser. Quelque chose de très général, par exemple, l'huile essentielle qui va convenir à votre meilleur ami peut ne pas vous convenir. Si par exemple vous avez un terrain asthmatique, si vous êtes particulièrement intolérant à certains arômes. Donc prendre un maximum de précautions sur les huiles essentielles et voilà, c'est-à-dire ne pas se fier forcément à toutes les recommandations de votre entourage. Se renseigner auprès d'un professionnel. Ce qui marche pour certains ne marche pas pour d'autres. Tout à fait. Et donc on se fait accompagner par qui? On va voir notre pharmacien, notre médecin. On va voir plutôt un professionnel, bien sûr, de santé, expérimenté dans les huiles essentielles. Alors décidément, non. On va le tenir. Je vais venir près de vous. Oui. Allez-y, Flo. Attention, je reviens. J'espère bien. J'avais une question justement à ce sujet, parce que les huiles essentielles, effectivement, elles peuvent vous convenir ou pas, mais il y a aussi des usages, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on peut mettre en contact avec la peau, il y en a qu'on peut mettre dans des diffuseurs, il y en a qu'on peut ingérer, mais pas toutes en fait. Et ça, il ne faut surtout pas faire les apprentis sorciers. Voilà. C'est là l'énorme confusion que l'on rencontre chez les patients. Vous avez des personnes qui confondent en fait les différents eucalyptus. Vous avez des eucalyptus qui sont en fait destinés à la voie orale. Par exemple, je fais référence à l'eucalyptus radié, qui est une huile très utilisée. Et par exemple, l'eucalyptus citronné, qui est une huile plutôt destinée à tout ce qui est anti-inflammatoire, ne s'avale absolument pas. Pareil, vous avez des huiles qui sont destinées à un usage au niveau de la peau, et d'autres absolument pas. Donc cela provoquerait vraiment une réaction, ce qu'on appelle des huiles dermocaustiques qui n'ont pas d'usage cutané. Après, les différents modes d'utilisation, en général, maintenant, les patients les connaissent. C'est, si vous voulez, c'est la diffusion. Ça reste la version, pour moi, la plus douce de l'aromathérapie. Sans en abuser quand même. Parce qu'il faut sans en abuser, avec un certain nombre de minutes par heure. Bien évidemment, la diffusion, il y aura des plantes qui seront peut-être conseillées pour certains et d'autres qui seront déconseillées. Vous avez après, bien sûr, la voie cutanée qui permet, si vous voulez, le massage permet de faire passer un certain nombre de millilitres directement dans la circulation sanguine. Pareil, il faudra respecter un certain degré de dilution. Vous avez la voie olfactive qui est très, en fait, de suite, qui donne des résultats satisfaisants.
et bien sûr la voie orale pour certaines huiles. Et pareil, il y a des huiles essentielles qu'on n'utilise jamais par voie orale. Donc s'informer en fait de façon auprès d'un professionnel sur l'utilisation de l'huile essentielle. Alors en Corse, on ne peut pas échapper à l'immortelle. Mathieu, Paul, quelles sont les vertus et les bienfaits de cette plante? Alors principalement, on connaît beaucoup l'immortelle, notamment pour son côté anti-hématome. Ça, on voit beaucoup, je discute souvent dans la rue avec des gens, oui, voilà, on me pose souvent cette question. J'ai de l'immortelle à la maison, mon fils est un bleu, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, je vais m'inscrire un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de dire précédemment. Avant de vous parler de l'immortelle, bien évidemment, il faut faire attention à la manière dont on utilise les huiles essentielles, quelle que soit l'huile, l'immortelle, entre autres. Puisque, si on revient à une définition un peu vulgarisée de l'huile essentielle, c'est un concentré de molécules. Bon, j'aime bien ce mot concentré parce que on est vraiment dans une concentration qu'on pourrait opposer à une dilution. C'est comme par exemple... c'est ce qui fait sa richesse. Tout à fait. Vous prenez de la grenadine à la maison, vous en mettez un peu au fond du verre, vous êtes concentré, vous mettez de l'eau, vous diluez. Eh bien, pour une huile essentielle, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la même chose. Bien évidemment, pour son application, il faudra... C'est ça que les patients doivent comprendre. En fait, c'est la complexité moléculaire qui va être à l'origine du spectre d'activité d'une huile essentielle. Est-ce qu'elles peuvent se combiner entre elles? Est-ce que certaines vont décupler Alors, l'effet? des fois, une huile essentielle utilisée seule, ça peut suffire pour résoudre un simple symptôme. Ça peut être aussi pour un usage cosmétique, pour assainir l'atmosphère ou pour soigner. Et on peut également utiliser des huiles essentielles en synergie, toutes les deux, ou en diluer avec un support. Alors, si vous deviez composer la trousse essentielle d'huile essentielle, quel serait votre choix? Oui, c'est toujours ce qui revient en fait comme interrogation. En fait, d'abord, je dirais la trousse des huiles essentielles. Tout va dépendre de la personne. Parce que si, par exemple, monsieur est un grand sportif, il ne va pas... voilà. Mais par exemple, si c'est un grand sportif... Attendez, j'ai besoin de me défendre. Comment ça, non? Si c'est un grand sportif, il ne va pas avoir les mêmes besoins, par exemple, qu'une mère de famille. Il ne va pas avoir les mêmes besoins qu'une personne âgée, polymédicamentée, qui souffre en fait d'une affection chronique et qui a plutôt besoin d'antidouleurs. Ou une femme, une dame, par exemple, en période plutôt dépressive, anxieuse. Donc, il y a des huiles, bien évidemment. Je pense par exemple à la lavande, le ravinzara, tout le monde connaît. L'arbre à thé. L'arbre à thé, oui, chef de file des antibactériens. Bien sûr. En plus, c'est une huile sur laquelle, quand même, on peut toucher un public très large. Là aussi, c'est une huile, en fait, que tout le monde utilise, qui est facile d'utilisation, avec quand même quelques principes de précaution. On pourrait parler de l'arbre à thé pendant des heures. Mais c'est une huile, si vous voulez, qui peut faire partie des huiles essentielles de base. Maintenant, vous savez, oui, parce qu'elle peut agir. Par exemple, elle peut vous soulager tout simplement sur un aphte, directement sur une lésion buccale. Elle peut soigner une piqûre de moustique. Elle est anti-infectieuse. 2-3 gouttes dans le sérum ou la crème de jour. Alors non, c'est pas une huile que j'utiliserai dans un sérum. Elle n'a pas tellement de vertus. Elle a des vertus cosmétiques parce qu'elle est antibactérienne. On va plutôt la retrouver, si vous voulez, une personne qui a un petit bouton pour des soins d'acné. Et plutôt que dans une crème, moi je conseille plutôt l'utilisation des huiles essentielles déjà dans une huile végétale. Par principe, les huiles essentielles sont liposolubles. Donc il va y avoir un contact avec la peau. Elles vont pénétrer en profondeur. Donc c'est toujours plutôt privilégié une huile végétale comme support. Et puis, pardon, allez-y, Flo. Non, je voulais juste dire que ça réagit sur Facebook. Par exemple, sur l'immortelle. L'immortelle sur les plaies, les bosses, les bleus, une goutte suffit. Pour les plus jeunes, l'hydrolat d'immortelle. Faire passer juste l'information. C'est-à-dire qu'un bébé un enfant qui tombe, un pchit d'hydrolat d'immortelle, ça suffit, un enfant se calme directement. Parce qu'en plus, là, il faut insister sur quelque chose. Il faut préserver l'huile essentielle d'immortelle en Corse. Je sais qu'il y a un tel engouement, elle est tellement magique, parce qu'elle est vraiment endémique, l'huile essentielle d'immortelle. Elle est endémique d'un point de vue chimique. Voilà, on en trouve partout, mais chimiquement, elle est spécifique à la Corse. Donc, il faut l'économiser. Dans la mesure du possible, moi, je dis toujours à la pharmacie,
Essayez d'abord l'hydrolat d'immortel, essayez la macération solaire. Et puis, alors, quelques précautions. Est-ce que les femmes enceintes, par exemple, ou les tout jeunes enfants peuvent utiliser Oui, les huiles essentielles s'adressent à un grand nombre de personnes avec toujours un maximum de précautions. Oui. Donc, auprès d'un professionnel, on se renseigne et on prend un maximum de précautions. En pédiatrie, les huiles essentielles qui pourront être utilisées il y en a très peu, sont très réduites, toujours en se référant avec l'accord du médecin. Oui. Se renseigner en fait auprès d'un professionnel de santé expérimenté. Une femme enceinte, en fonction en fait du stade de la grossesse, va pouvoir aussi les utiliser avec un maximum de précautions. Et de la même manière, est-ce que les huiles essentielles peuvent supplanter la prise de certains médicaments? Par exemple, je pense à tout ce qui est contre le rhume, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un remède un peu plus naturel? Si on part du principe qu'une huile essentielle peut être et est forcément un principe actif, puisqu'on peut l'utiliser en pharmaco, en cosmétique, on l'a dit, on peut tout à fait utiliser une huile essentielle selon sa composition chimique. Bien évidemment, on parlait de l'huile essentielle d'immortel précédemment. Moi qui suis un pur chimiste et pas du tout dans le domaine de l'aromathérapie, pour moi, une huile essentielle est caractérisée par une somme de molécules à différents pourcentages. Et la qualité et la quantité des molécules que l'on peut trouver... Il faut insister sur la qualité. Tout à fait. Diffèrent déjà, d'une plante à l'autre, ça va de soi. Mais peut différer aussi d'une région à l'autre. On parlait de l'immortel. L'immortel de Corse est spécifique. L'immortel de Corse est très différent de l'immortel des Balkans, par exemple. Surtout d'un point de vue, bon, ça peut paraître... Peut-être qu'il vous semble que j'enfonce une porte ouverte, parce qu'on est très loin des Balkans, bien évidemment. Mais on n'a pas du tout la même composition. Mais on n'a pas du tout la même composition. L'huile essentielle de Corse, par exemple, sans rentrer trop en détail... Oui, parce qu'on arrive au terme de l'émission. L'huile essentielle de Corse est riche en petits esters, en chimie, de néryle. Et ce qui la caractérise de petites cétones, les diones, les italdiones. Notamment, c'est ce qui fait sa richesse, sa particularité. Ok, bon, merci beaucoup messieurs dames pour cette émission. Et on retiendra qu'il faut être accompagné pour leur usage. Pas d'automédication, même pour les huiles essentielles. Et de qualité. De qualité. Ce qui est primordial. Allez voir un professionnel. Allez, on se retrouve dans la troisième partie de l'émission. On va parler justement des petits chercheurs à l'école, des petits scientifiques. À tout de suite.